Salut, Grand Tourisme vous propose l'essai du Land Rover Discovery Sport. Jérôme Vassia laisse aujourd'hui la piste pour l'aventure en tout chemin. Côté actu, au programme Citroën qui dévoile l'Aircross. Sous forme de concept car, il préfigure le futur SUV de la marque au chevron. Chez Mercedes, changement de style et de nom pour le ML, remplacé par le GLE. Enfin, côté sport, direction Nogaro, où le tout nouveau championnat de France Super Tourisme, avec Sébastien Loeb, ouvre la saison sur circuit. En attendant plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! La plupart du temps, on confond Land Rover et Range Rover. Afin d'éviter tout malentendu, Land Rover est la marque qui fabrique depuis l'été 1947 plusieurs modèles dont aujourd'hui ce nouveau Discovery Sport. Alors que Range Rover fait partie des modèles haut de gamme tout-terrain produits par Land Rover. Land Rover appartient à l'Indien Tata Motors depuis 2008. Ceci précisé, place à l'essai du Discovery Sport. Jérôme, Discovery se traduit littéralement par aventure. Alors, bon essai! La face avant de ce Land Rover Discovery Sport ressemble, c'est vrai, à la face de l'Evoque de chez Range Rover. Alors il y a quand même quelques différences, bien évidemment. Ce qui choque, c'est le gabarit. Il est beaucoup plus gros celui-ci. Par contre, c'est toujours aussi élégant. J'aime beaucoup ces optiques très profilées. Je peux noter cette partie plastique. Alors, c'est pas juste du design, ça cache l'airbag piéton. C'est vraiment très très bien, ça se démocratise. De grandes jantes en 18 pouces avec de gros disques de frein. C'est vraiment super haut, hein, on peut remarquer la hauteur. Alors j'aime beaucoup le contraste aussi entre le noir et ce orange qui est original. Franchement c'est osé mais c'est agréable. Ensuite j'ai pu remarquer sur les places arrière, c'est très bien fichu pour les passagers. On a une manette ici magique qui permet d'incliner le siège comme dans les monospaces, c'est royal. Et puis la partie que je préfère, c'est vraiment la prolongation de ce toit plat avec cette énorme béquet, casquette, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ça lui va vraiment très très bien, c'est très joli. Et puis l'avantage quand vous partez en famille aussi, c'est son coffre. Et des sièges une fois rabattus qui sont quasiment plats. Alors par contre la mauvaise surprise c'est qu'on ne peut pas profiter de cette place car il y a la galette pour la roue de secours si jamais vous crevez. De prime abord, l'accueil est une vraie réussite. J'aime beaucoup le contraste, par exemple, avec les matériaux, ce cuir associé à ce tissu avec des imprimés nids d'abeilles, le cuir sur la planche de bord, l'aluminium. C'est aussi un look british avec ces commodos ronds. C'est élégant, j'adore, je suis très très fan des plafonniers noirs. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très coquet, cossu dans la voiture, même si c'est un peu sport, c'est vrai. Alors ensuite, il y a cet écran couleur là qui est très élégant avec carrément des photos. L'inconvénient, alors imaginez, je suis au volant, l'inconvénient c'est que il faut quand même s'avancer un petit peu. Et je trouve que c'est pas très sécurisant et puis surtout c'est un peu fatigant à la longue si on doit s'avancer pour ces commodos. Le volant avec quelques commandes, beaucoup de commandes même, donc il va falloir étudier tout ça. Quelques options que l'on pourra peut-être utiliser avec le mode herbe, gravier, neige, sable, boue, etc. Et le gros point noir, alors même si c'est très élégant quand je démarre la voiture d'avoir ceci qui sort. Le point noir c'est le bruit. Et franchement, honnêtement, j'ai l'impression que c'est un tracteur que j'ai démarré, ça vibre, c'est bruyant. Et le deuxième point noir, qui moi va me gêner, il n'y a pas d'accoudoir aussi bien côté passager que conducteur. Ben, sur les longs trajets, honnêtement, c'est un peu fatigant. C'est dommage, franchement, c'est dommage.
À l'utilisation concernant la vie à bord, alors bien évidemment on est dans un modèle luxe, c'est pas un modèle premier prix, c'est pas une petite voiture, c'est très agréable, c'est très sécurisant. L'univers est vraiment bien fait aussi, beaucoup d'options comme je le disais tout à l'heure, on a le détecteur de franchissement de ligne, on a des modes 4x4 que l'on ne va pas utiliser aujourd'hui malheureusement, mais c'est un vrai tout-terrain, faut pas l'oublier. Cet écran qui est vraiment très bien fait, très bien équipé aussi avec des prises 12 volts de partout pour charger les téléphones, je sais pas quoi encore, tous les accessoires que vous avez, des prises USB, une sono. Alors, honnêtement, c'est vraiment très bien fait, c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup cet univers, simple, efficace. C'est un peu de luxe quand même aussi, ça fait du bien. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors le moteur bien présent par les chevaux, 150 chevaux, il est très onctueux, ça reprend très bien. Par contre, c'est bruyant, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est le point faible, voilà, c'est vraiment le niveau sonore, ça fait un peu camion, ça c'est dommage. Associé à la boîte robotisée avec ce commodo qui tourne, il faut s'habituer, hein, on a plutôt l'habitude du levier, c'est très bien fait, c'est discret. La boîte 9 vitesses, alors si on se met en mode séquentiel, ça y est, le S, avec les palettes au volant, est-ce utile encore une fois, hein, c'est souvent que je pose la question dans le Grand Tourisme, jusqu'à 9 vitesses c'est long, hein, 9 vitesses c'est plutôt long. J'ai clairement utilisé le mode drive aujourd'hui. L'ensemble reste homogène, c'est très agréable. Le coup de bluff de ce Discovery Sport, c'est la partie châssis. Je n'ai pas la masse exacte du véhicule, à mon avis, aux alentours des 2 tonnes. C'est étonnant comment ça vire à plat, comment ça freine bien. C'est maniable, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans un gros 4x4. Et pourtant, si, c'est le cas. Donc, bravo pour la partie châssis. Je suis agréablement surpris. C'est très maniable, ça braque bien aussi. Les retours d'informations au niveau du volant sont bons aussi. Je suis conquis. Donc je continue ma balade, je me régale, j'en profite. Moi je vous laisse pour la suite de l'émission. Voici la surprise de la semaine avec les premières photos du concept Aircross qui préfigure le futur grand SUV de la marque au chevron. Citroën nous refait le coup des Air Bumps du Cactus, mais en version tout chemin, ils s'appellent les Alloy Bump. Ils sont constitués d'une structure alvéolaire en mousse d'aluminium très absorbante. Enfin, côté motorisation, apparition d'une version hybride plug-in essence disposant du 1,6 litre THP de 218 chevaux, auquel s'ajoute le moteur électrique de 95 chevaux entraînant les roues arrière. En mode électrique, son autonomie est annoncée pour 50 km. Au total, sa puissance dépassera allègrement les 300 chevaux, 313 exactement. Présentation du concept Aircross lors du salon de Shanghai. Changement de look et de nom, ne l'appelez plus ML mais GLE. Mercedes profite du salon de New York en dévoilant son nouveau SUV. Ainsi, il rentre dans la nouvelle appellation maison depuis novembre de l'an passé. Un changement qui se passe au fur et à mesure du renouvellement des modèles. Ces 3 lettres s'expliquent par le terme GL qui s'apparente à la famille des crossovers. Quant au E, il correspond à la famille de la gamme à l'étoile. Il en va de même avec la GLC, auparavant GLK, et les GLS, successeurs du GL, 2 autres véhicules hors route portant l'étoile à 3 branches.
Sans oublier le lancement sur le marché américain du Mercedes AMG G65, le plus puissant véhicule hors route dans le monde. Le Salon international de l'auto de New York a maintes fois servi de rampe de lancement pour de grandes réussites Mercedes. Ce nouveau SUV de luxe s'inscrit parfaitement dans le temps grâce en partie à sa technologie innovante d'entraînement. Pour preuve, le GLE 500i Matic est la première Mercedes SUV avec plug-in hybride technologie. Ce lecteur de haute technologie combine le plus haut niveau de l'efficacité énergétique avec des performances exceptionnelles et une excellente tenue de route, comme le précise Steve Cannon, président de Mercedes-Benz USA. Bienvenue sur le circuit Pole Armagnac de Nogaro qui ouvre la saison automobile 2015 sur piste. Une étape supplémentaire se franchit cette année, en effet le Supertourisme devient championnat de France. Cerise sur le gâteau, la présence de Sébastien Loeb, ainsi la fête devient totale. Sur sa route vers le succès se dressent Yann Erlacher et Antoine Jung au 2e et 3e rang sur la grille. Le trio de tête passe sous le drapeau à damier, une dizaine de secondes devant le reste du peloton, preuve en est que la course a été menée à un train d'enfer. Pour leur seconde épreuve du week-end, le champion alsacien se rend sur la grille. À ses côtés, l'ancien pilote officiel Audi aux 24 heures du Mans, Alexandre Prémat, sur Infiniti Prestige, fait son entrée sur le tarmac de Nogaro. Ce dernier se porte tout de suite en tête de la meute. Durant les premières boucles, Loeb fait le spectacle en dépassant Antoine Jung. Aujourd'hui, Prémat devançant Salam, Erlacher qui finit encore une fois sur la 3e marche du podium. Lors de la 3e et dernière course du meeting, la Supertourisme change de formule. Excite l'épreuve sprint, place à une endurance de 45 minutes, entrecoupée d'une pause afin de changer de pilote dans le cas où 2 pilotes se partageraient la même machine. Sébastien Loeb s'élance de la 5e place sur la grille. Benjamin Lagier, sur nos limites, l'a bien compris. 5e à la mi-épreuve, il poursuit sa remontée impressionnante pour venir talonner Sébastien Loeb. Les dernières boucles donnent lieu à une bataille de grande classe entre ces deux hommes, à l'avantage du pilote WTCC. Prochain rendez-vous, les Denon avec le GT Tour. Salut et à la semaine prochaine.